Good afternoon, everyone, and Bon good morning, après-midi à if it's tous, busy, ou and welcome to this very special bon event, matin si Abadakone c'est le Chat, cas, et Then, bienvenue à cet Now, événement Next. spécial des causeries This is our à second online Badakoné. conversation in conjunction with the Passé, exposition présent, Abadakone, futur, c'est notre Continuous deuxième Fire, conversation en Existence. conjonction avec My name is David Galanders. I'm the l'exposition curator in the Abadakoné, Department Feu of Education continuel, of the Continuous Fire. Je program suis David National Galanders Gallery. du programme de Before we l'éducation et des begin, problèmes I want publics to take just a moment to acknowledge that the au National Gallery of Musée des Canada Beaux-Arts. resides J'aimerais on the donc ancestral, reconnaître le unceded land fait of the que le Anishinaabe Musée des Nation, Beaux-Arts du Canada who've lived est with and cared sur le for it since time territoire immemorial. ancestral de la As a nation settler person, I want to say that the land Anishinaabe. acknowledgements that I make in my Je role at the dois National dire Gallery are important to que me, ces apart reconnaissances from the du fact that they are territoire home sont to the très gallery. importantes pour moi et Personally, I take them aussi to pour le be musée. a small step, possibly, but a Personnellement, je meaningful step considère forward ça comme on the un path of petit reconciliation. pas Today's event will take significatif place in English with sur le translation chemin de la simultaneously. réconciliation. The French L'événement audience is d'aujourd'hui available via the sera en interpretation anglais button avec along the bottom of the Zoom traduction window. simultanée Thank you vers to le Dave and the français. simultaneous interpretation team for their Vous work. pouvez voir le bouton Now, pour I'm very proud to l'interprétation introduce au our bas de votre hosts écran. and our guests. Je vais vous Hosting today's event présenter are Greg Hill, nos hôtes National Gallery of Canada ou nos Award facilitateurs et Senior Curator of Indigenous Art, Christine nos Lamont, invités. Nous National Gallery avons of Canada comme Associate Curator of animateur Greg Handicraft and Hill, Indigenous Art. Both Greg and qui est Christine conservateur principal were de l'art are indigène au Musée des co-curators Beaux-Arts of du the Canada, Abadakoné Christine Lalonde, exposition, conservatrice and Jamie associée de l'art Morse, National autochtone, Gallery's Indigenous co-commissaire Programs d'Abadakoné, and et Application Jamie Chair Morrison, at Jamie. des programmes Greg pour is a Kanien'kehá:ka autochtones du service ancestry de and the l'éducation. author of the Six Nations of the Grand River Territory. Jamie est Christine is membre Settler Canadian du and Jamie is territoire the Chief des of the Grand National River. Gallery Territory. Christine est Our guests today, colonisatrice et Dempsey Greg Bob. Hill est un Dempsey is the artiste Pelham Kanien'kehá:ka Yukon-Kaskanis du territoire des Six Swinomish Nations. Nos ancestry invités on the Stikine sont River and is a member of the Wolf Clan. Dempsey joins us today from Dempsey Terrace, Bob du BC. clan Kwai du Edenshaw Loup is a de Haida Terrace en artist and Colombie-Britannique, Kwai filmmaker. Edenshaw, His un Kwai artiste Edenshaw Haida, cinéaste. Sawaiʻi Kuna, Son fil 2018, Sawaiʻi Kuna, j'espère que j'ai bien Edged Knife, prononcé, along with Helen le, Hay Brown, la lame du featuring the couteau November qu'il a 21st, créé avec 2019 Helen art card of Haygram, the a Abadakoné été exhibition. Carla euh, Taunton is an associate professor of projeté historical and political en studies at the Nova 2019. Scotia College of Carla Art and Taunton Design. est She's the professeur consultant curator d'études for performance art for the à, au Abadakoné, Nova Scotia as well as a contributing College of author Art in and the Provincial Design. Elle Catalog. a Laura contribué is au White catalogue Settler, de and she joins us l'édition. today Elle from est Halifax. Jason Edward Lewis colon, is the Victoria blanche. University Elle nous Research Chair rejoint de in Halifax. Computational Jason Media and Lewis Indigenous est Future titulaire de la Design, chaire de recherche and universitaire et co-director professeur de of design en the art numérique Aboriginal à l'Université Territories in Concordia. Cyberspace, or Il est ATSEC. co-directeur He's an de advisor to the Aboriginal Abadakoné Territories exhibition, in as well as a Cyberspace, contributing territoire author in the autochtone exhibition dans le catalog. cyberespace. Jason is Hawaiian Il and a Samoan été and joins us today coordonnateur pour from Montreal. l'exposition. Il est d'origine After today's hawaïenne et conversation, we'll samoane take some time et for a il est à few Montréal. questions and answers with you, the audience. Alors, après la Please submit conversation, your nous questions allons via the prendre le temps Q&A pour des button questions et along the réponses bottom of the Zoom avec vous. window. On vous demande I'll de collect them nous and envoyer vos transmit them questions to par the le host biais de presenters la during the case Q&A period. chat. We'll try to keep about 10 minutes at the end of the Nous event for allons questions and answers. avoir 10 minutes à la fin It's a de little bit cette after 12 réunion pour o'clock des Ottawa questions et time, and the réponses. event Il goes est for un about peu an après hour, so it 13 heures à ends Ottawa. at around 10 C'est un to événement our qui va time durer in 1 heure, Canada. donc But vers there's a lot to 1h50, jump in, and so we've got some questions for on you. va passer aux questions. Questions, by the way, are welcome in both French and Et English. on So est, now, without any further vous ado, I'll demande pass d'envoyer it vos along to questions en Christine. français ou en anglais, comme vous voulez. Maintenant, je passerai la parole à Christine. Merci, David. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont ici dans la salle Zoom et ceux qui se joignent à nous de partout dans ce pays. Moi, je suis à 60 km d'Ottawa, mais toujours sur le territoire de la nation algonquine. C'est la deuxième causerie à Badakoné. Nous faisons des expériences comme ça, comme il se fait à l'échelle mondiale, pour voir à quel point la technologie peut nous garder interreliés. Donc, c'est vraiment un des petits avantages de cette pandémie, c'est que ces plateformes ont été créées, nous apprenons à les connaître et à long terme, peut-être que ça va changer nos possibilités d'avoir des liens, des réunions. Aujourd'hui, le sujet est passé, présent, futur. Abadakoné, Feu continuel, Continuous Fire, l'exposition a fermé ses portes après avoir été prolongée 2 fois. Et donc, c'est un bon moment pour
faire une pause, partager nos impressions, qu'est-ce qu'on a pu réussir, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la prochaine exposition de ce genre. Et aujourd'hui, on a le lancement du catalogue qui vient d'être imprimé. J'ai obtenu ma copie ce matin et voici la couverture merveilleuse avec Lackwell Williamson qui partage son énergie créative féroce. Et ça, c'est de sa performance Ikuma Giara, ceux qui ont besoin de feu, avec les membres du collectif Chris Dirksen, Jamie Griffith et Christine Tutu. Donc, je voulais vous dire félicitations à tous les artistes, aux auteurs du catalogue, à tous ceux qui ont participé. C'est une façon très inhabituelle de créer un catalogue et il y a beaucoup de travail qui a été consacré à créer ce merveilleux trésor. Je vais vous montrer quelques pages. Donc, la page couverture, la toute première page. Ici, on voit le texte du comité du Centre culturel de Kitigan Zibi Anishinabeg, le groupe des aînés, qui ont travaillé avec nous pour qu'on arrive au titre de l'exposition, Abedakone, et aussi qui nous ont donné leur permission pour le travail qu'on a fait pour ce catalogue et pour la couverture. Une autre page qu'il ne faut pas manquer une fois que vous aurez vos copies en main, c'est celle-ci qui énumère tous les membres de l'équipe de publication qui ont travaillé de façon bien inhabituelle avec toutes sortes d'obstacles sans précédent pour que nous puissions enfin avoir ce livre entre nos mains. Et il y a aussi notre co-commissaire Rachel Dickinson qui ne fait pas partie de cette conversation aujourd'hui, mais qui a joué un rôle crucial pour l'exposition. Et le catalogue est beaucoup plus riche grâce à sa contribution bien intelligente. Elle nous a aidé à peaufiner, à entrer en plus grande profondeur dans nos conversations. Donc, merci à Rachel. Et même maintenant que l'exposition a fermé ses portes et que le catalogue a été publié, on veut discuter de la prochaine étape. Alors, ce n'est pas vraiment que le passé, présent et futur sont des éléments distincts, ils sont inextricablement interreliés. Et je crois que tout le monde aura beaucoup à contribuer. J'ai hâte d'entendre vos idées. Donc, je vous passe la parole, Jamie. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aussi parce que le parcours avec cette position a été très différent de la première exposition à laquelle j'ai travaillé. Sakahan et Abedakone m'a vraiment ouvert les yeux à beaucoup de connaissances, beaucoup de choses sur les peuples indigènes à l'échelle mondiale. Alors, nous avions Sakahan, le mot voulait dire mettre le feu ou créer le feu, et Abedakone, c'est le feu qui continue. Et Dempsey, quand vous êtes venu aux festivités d'ouverture, vous avez parlé de votre œuvre et beaucoup de gens ont pu avoir un accès à de nombreux artistes. Et c'était vraiment merveilleux d'avoir un si grand nombre d'artistes
présent et c'est merveilleux d'avoir cette conversation directement avec vous maintenant. Donc, Dempsey, je voulais vous demander si vous pensez à tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture de l'exposition et aussi vous étiez présent pendant certaines performances. Quelles sont vos réflexions au sujet de cette exposition? Et on vous demande de brancher votre micro. He's going to be well practiced once he gets the unmute button about what he's going to say. I think we've all done that a few times. On a tous fait cette erreur assez souvent. De parler avec un micro qui n'était pas branché. Alors, maintenant qu'ils cherchent à voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est fait. Bon, je suis là. Mille excuses. Alors, je vais me mettre en sourdine. Alors, je veux reconnaître Kitsillasson du territoire Tsimshian. La meilleure expérience que j'ai eue, c'était de rencontrer les Aïnous du Japon et d'entendre certaines de leurs histoires. Et une de leurs cérémonies du saumon est exactement la même. Et ils ont des plantes comme les nôtres, leur mode de sculpture est différent, mais ils nous comprennent. Alors le fait de les rencontrer et d'apprendre à travailler avec eux, c'était vraiment merveilleux, une expérience incroyable. Parce que leur culture est semblable et très différente. Et le fait d'avoir travaillé avec tous ces artistes de partout au monde, ça m'a changé la perception de mon propre art. Parce que normalement, on vit dans un environnement où on sait ce qu'on fait, on a des protocoles, des traditions, on les respecte. Mais quand on travaille avec des gens qui proviennent d'ailleurs et qui ont des traditions différentes, on peut voir comment eux, ils travaillent et on arrive à mieux comprendre sa propre culture et son propre art. Et donc, quand j'ai travaillé avec différents artistes, avec les Maoris, j'ai commencé à percevoir ma culture de façon différente. Et ils m'ont vraiment posé des défis en tant qu'artiste. Et on devient de meilleurs êtres humains. Alors, ce dont on a besoin maintenant, c'est de retourner à notre culture. La culture, c'est ce qui nous fait qui nous sommes. Ça nous rend meilleurs, ça nous rend plus forts. Parce que la culture, c'est le lien spirituel des sociétés. Et lorsque l'on perd sa culture, plus rien n'a de sens. C'est pourquoi les artistes sont si importants aujourd'hui. Et en voyant l'art de partout dans le monde, parce que l'art, c'est ce qui nous rend humains. L'art, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui donne du sens. Parce que ce que l'art fait pour nos peuples, c'est que ça apporte de la vie dans notre culture. Et l'art, lorsqu'on monte un nouveau bâtiment, ce n'est qu'une boîte. L'art, c'est ce qui amène de la vie dans cette boîte. Et je crois que pour la culture, comme pour tout le reste, c'est très important parce que sinon, on perd sa façon d'être. Et je réalise maintenant que, en travaillant avec ces gens, ça a vraiment changé ma façon de penser, ma façon de voir. Parce que voyant toutes les formes d'art différentes, ça vous affecte vraiment. Et moi-même, en tant qu'artiste, je réalise qu'on ne voit que ce que l'on connaît. Et si on ne le connaît pas, on ne le voit pas.
Et ça ne vous attend pas non plus. Et ça, c'est comment les bonnes idées fonctionnent aussi. Les bonnes idées ne vous attendent pas. Si vous n'êtes pas prêt, lorsqu'une bonne idée arrive, il faut que ça vaille la peine parce que sinon, il faut qu'on y travaille, sinon on va rater l'occasion. La prochaine fois, la bonne idée ne vous regardera même pas. Donc c'est pourquoi c'est important. J'ai rencontré de très bons amis là, et des très bonnes personnes. Et c'est de ça dont il s'agit. Ça m'a rendu plus fier. Vous savez, de travailler à ce niveau-là et de tout ce partage nous rend tous plus forts en tant qu'êtres humains. Et c'est ce que fait l'art. L'art nous rend humains. Et c'est pourquoi c'est important de respecter l'art d'où qu'il vienne dans le monde, parce que ça leur appartient. Et la culture, c'est pas juste l'art, c'est comment on vit, c'est ce que l'on fait. Si vous ne faites rien, ça c'est votre culture. Et je trouve qu'en travaillant avec mon peuple, en enseignant, j'ai eu beaucoup de chance de trouver des gens formidables. Et j'ai des amis partout dans le monde maintenant. Et ça m'affecte et ça m'aide dans mon propre travail. Et j'aimerais donc remercier les gens du Musée des Beaux-Arts parce que ça me donne l'occasion de montrer le travail de partout dans le monde et ça, c'est incroyable. Donc, merci. Merci, je prends ces remerciements au nom de tout le musée aussi. Et vous savez, on a eu notre moment de croissance personnelle au niveau de l'établissement aussi, de notre institution. Et l'exposition, j'ai trouvé, était bonne pour nous. C'était nécessaire et c'était une façon de rassembler notre personnel, d'être un peu plus proche, parce qu'on a travaillé avec tout le monde, d'avoir l'artiste les artistes qui sont venus à l'ouverture, c'était formidable, parce qu'on a vu tout ce labeur rassemblé, tout ce travail réuni, des gens de partout dans le monde. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup de chance, tout le monde qui est à l'appel Zoom là, parce que ce que vous venez de dire est tellement riche. J'essaye de ne pas prendre des notes parce que je sais qu'on est enregistré, donc ce n'est pas la peine. Mais il faut que je me souvienne de tout ça. Mais pour ce qui vient ensuite, pour demain, pour le next du titre, moi je suis incertaine de tant de façons différentes, je ne suis pas sûre. Mais lorsque l'on parle d'avoir sa culture, vous nous dites que la culture c'est tout, que l'art nous rend humains. Je crois que ça va être une période artistique intéressante dans les temps à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'ailleurs, je pose la question à Guy aussi. Alors, moi, je crois qu'on est dans une drôle d'époque. C'est ce que les artistes créent parce que l'art vient de difficultés et de travail acharné et du chaos aussi. Et d'amener les gens à se réveiller. Ce que j'ai trouvé, moi, avec cette pandémie, c'est que j'ai ralenti. J'ai dû rester chez moi et faire mon travail. Et ça m'a donné le temps de faire mon travail. Et ça m'a permis de le voir. Je crois que ce que ça a fait, c'est que ça m'a recentré dans mon travail par rapport à là où je veux aller ou ce que je veux faire. Parce que parfois, dans la vie, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de penser à où on va, à ce que l'on fait. Parce que vous aurez réalisé que j'étais tellement occupé à faire mon travail, à faire tout ce qu'il y avait à faire, que j'ai passé la majorité de ma vie à faire ça, à courir. Et là, ça m'a donné le temps de respirer, de ralentir, de réfléchir à mon travail, réfléchir à moi-même et savoir où je veux aller, où je suis allé. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai appris toutes ces choses. Je suis allé en Russie, je suis allé en Europe 12 fois et j'ai regardé l'art du monde entier parce que l'art, s'il est bon, il est bon. Et si c'est pas bon, alors c'est pas bon, je regarde pas ces choses-là. Mais j'ai réalisé que l'on peut apprendre de tout. Et un vrai artiste, si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez d'être artiste.
C'est ça que j'ai réalisé. Et il faut continuer d'avancer. Et je me suis toujours demandé où on serait allé si on n'avait pas été arrêté. Et moi, je veux y arriver à ce stade où on aurait pu être. Il n'y a nulle part autre où aller, parce qu'en tant que vrai artiste, il faut trouver sa voie. Et il faut y aller tout seul. Il n'y a personne qui peut y aller avec vous. Personne ne peut vous aider. Il faut trouver cette force en vous-même. Parce qu'il n'y a nulle part autre où aller. Tout a été fait. Guy, qu'est-ce qui vient ensuite pour vous? Alors, je suis passé directement à ce qui vient ensuite pour vous. Je devrais peut-être commencer par le maintenant, le aujourd'hui. Ce que vous faites maintenant. J'ai vu une présentation que vous avez faite, que vous avez donnée au Musée canadien de l'histoire, qui avait toutes ces installations électroniques, numériques dans le cadre de vos sculptures, et c'était vraiment très chouette. Est-ce que ce sont le genre de projets sur lesquels vous travaillez maintenant? Oui, pardon, Jamie, j'ai raté la toute première partie de la question. Mais moi et mon petit frère Joel, nous avons travaillé à utiliser certaines des ressources que nous avons autour de nous et voir comment on pourrait se remettre au défi de cette façon-là. Vous savez, il y a une longue tradition de marionnettes, surtout dans les sociétés secrètes. Et donc, on voulait simplement voir si on pouvait se mettre un peu à l'épreuve, se tester, voir ce que l'on pourrait utiliser dans la modernité. Vous pouvez voir ça dans ce masque articulé qui était entièrement contrôlé par des petites servocommandes robotiques pour bouger la bouche, faire cligner les yeux, etc. Et dans certains de ces cas, dans ce cas-là en particulier, ce qu'on a appris, c'était que la vieille façon de faire était meilleure. Donc c'est un objet très amusant et complexe, mais de faire rentrer toute cette mécanique derrière le masque ne laissait aucune place pour un humain. Alors j'ai des plans pour voir comment on pourrait faire évoluer la chose, mais à court terme, c'est un masque qui ne peut pas être porté. Ça pourrait être un ennemi vaincu en haut d'un poteau ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'autre qu'on a fait, que vous avez pu voir, c'est que nous avons projeté sur un masque vide finalement, pour que l'on puisse faire un masque qui se transforme. Et celui-là a excédé mes attentes parce que ce substrat était un seul masque et je pensais que ça se verrait que c'est toujours le même masque, mais la transformation était assez complète et assez bluffante. Et il semblait qu'on pouvait transformer ce masque sans limite. Mon frère a fait un masque qu'il prévoyait de faire depuis presque 20 ans, peut-être même plus. Mais lorsqu'on était à Oxford, on a trouvé un masque qui avait des petites plateformes derrière les yeux pour mettre soit des charbons ardents ou des bougies ou quelque chose comme ça, et avec du rouge peint devant.
Donc ça, c'était une histoire qu'il avait entendue de Naughty Nora à propos d'un élément surnaturel qui aurait des yeux rouges rougeoyants comme ça. Donc il a pu faire ça avec de la lumière et des choses contrôlées à distance. Et il a joué avec de la technologie 3D. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de toutes les choses que nous avons faites. Et durant les performances, durant le potlatch, si vous êtes là, à essayer d'avoir une photo. Généralement, ce que l'on voit, c'est tout à l'avant un groupe de photographes, puis derrière eux, il y a une mère de téléphone cellulaire brandie. Donc, nous avons installé nos caméras dans un masque pour que l'on puisse amener un photographe à l'intérieur de l'action et au-delà de tous les cellulaires, etc. Formidable. Je crois que l'idée de transformation dans le masque en soi et l'être qui se transforme, c'est formidable, mais j'aime aussi ce que vous avez fait en transformant votre technique aussi. Et lorsque vous parliez de comment certaines des anciennes technologies étaient meilleures, ça nous ramène, je trouve, à ce que Dempsey disait lorsqu'il s'agit de toujours apprendre. Parce que, vous savez, on croit qu'on connaît notre culture des fois et puis on continue d'en apprendre. Alors moi, je porte ces boucles d'oreilles aujourd'hui, par exemple. Alors je fais de l'art avec des écailles de poisson et j'aurais jamais pensé à mettre des écailles de poisson sur le bijou, parce que c'est pas ce que l'on faisait, mais quelqu'un m'a appris à faire ça, quelqu'un d'une autre génération. Et beaucoup de gens portent leur culture, portent leur art. Et de voir ce qu'elle a fait avec, c'est assez unique. Oui, est-ce que ce sont des écailles de poisson? Oui, et des aiguilles de porc-épic et de l'écorce de bouleau. Alors, Greg, est-ce que vous vouliez parler? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors en fait, je vais passer la parole à Christine, parce que je crois qu'elle a une question pour Carla. D'accord? Bon, tu vois, Dempsey, tu n'es pas le seul qui a de la difficulté à rebrancher son micro. Me voilà. Merci à vous deux. C'est merveilleux et c'est une bonne transition pour passer à un sujet qui m'intéresse. Carla, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé votre essai dans le catalogue de l'exposition « Résurgence incarnée, la performance autochtone autour du monde ». En tant que commissaire pour l'élément de performance, ce n'est pas surprenant que vous avez articulé beaucoup d'idées qui concernent le contexte plus général de l'art performance pour aller jusqu'à inclure l'acte de faire, la fabrication artisanale des objets d'art. Et il y avait aussi beaucoup d'idées auxquelles je n'avais pas pensé, donc j'ai apprécié en apprendre plus sur le sujet. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de à quoi vous pensez alors que vous écriviez. Quel était le message que vous vouliez communiquer au lecteur? Donc, je vais intégrer ma question quant à l'élément futur du titre de notre causerie. Alors, comment est-ce que ce qui arrive maintenant apporte des changements à la pratique de l'art performance?
Merci Christine, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je suis à Tchibouctout du terroir Mi'kma'ki, le territoire ancestral de la nation Mi'kmaq, qui font les négociations, demandent leurs droits ancestraux en ce qui a trait à la pêche. Alors, je voulais vous rappeler ce qui se passe ici. Alors, en ce qui a trait à cet essai, c'est une question de continuité, continuité au pluriel. J'ai eu le grand plaisir et la merveilleuse occasion en tant que colon blanche à faire de la recherche sur l'histoire des Autochtones. Et je pense aussi au processus de l'écriture comme moyen d'être en conversation avec les idées de souveraineté autochtone. La performance dans l'histoire a sa propre catégorie. Et c'est une conversation importante quand on pense aux compréhensions indigènes de la performance, de la créativité. Ce ne sont pas des choses qui sont séparées. Alors, je voulais vraiment questionner cette différence qu'on a héritée de pratiques modernes, de pratiques muséologiques, et aussi voir des démarches décolonisatrices où le créateur, la main du créateur, c'est lié à une forme de geste, de mouvement du corps. Et donc, tout cela ensemble crée une archive vivante. Et ces archives vivantes sont enrichies par des pratiques qui s'accumulent avec le présent, mais le passé est toujours présent. Alors, vraiment, pensez à ce dynamisme de la performance indigène dans son effet local, mais aussi à l'échelle mondiale. Et comment, dans ces contextes, malgré des tentatives bien agressives de la part des gouvernements colonisateurs, ces pratiques continuent. Alors, c'est vraiment incroyable cette continuité de générations qui travaillent avec des pratiques d'art performance pour continuer à contribuer à ces archives pour les générations futures. Donc voilà certains éléments de ma réflexion. Et je voulais aussi euh, donner un peu de temps aux gens qui ont travaillé plus tôt, par exemple Pauline Johnson, qui travaillait avec des pratiques de performance au 19e siècle et les placer dans le contexte du Musée des Beaux-Arts. Comment est-ce que ça serait si ces gens-là étaient avec nous? Donc, aux cérémonies d'ouverture, une merveilleuse expérience. Et Janie Dempsey aussi, on en parlait ce matin. Je pense qu'on aurait dû écouter Dempsey toute la journée, en fait. Alors, on a pensé à tous ces gens qui entraient au musée par ce portail. Et c'était vraiment une affirmation des souverainetés indigènes, une conversation locale et mondiale. Et voilà comment j'ai terminé cet essai. C'est vraiment de penser à tous ces artistes réunis, cet acte de rassemblement de Jason Myers mentionne, les gens l'ont fait et moi, en tant que colonne blanche, j'ai eu le privilège de pouvoir être là et d'être une invitée. Donc, voilà certaines idées. C'était quoi la deuxième partie de votre question, Christine? Ou Jamie plutôt. Alors, j'ai la théière de la pièce d'art performance de Dylan. Je l'ai avec moi. Oui, j'adore cette œuvre. Merci de nous l'avoir montrée, cette idée. Alors, oui, c'est magnifique. La façon dont on a travaillé, on cherche à se rendre visite, à se rassembler, et on ne peut pas le faire physiquement, donc on le fait de façon virtuelle, comme aujourd'hui. Et cette idée de ralentir les choses, comme Dempsey l'a mentionné, et ça lui a donné le temps de réfléchir, de penser à ce qu'il fait, où il va se diriger, et pour des institutions comme le Musée des Beaux-Arts, qui ont tous ces legs, ces héritages de colonisation. C'est vraiment le temps pour vous et moi, en tant que colons blancs, à nos responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, une personne de traité
qui a un lien avec ces traités qui existent depuis le XVIIIe siècle. Alors, je crois que vraiment le Musée des Beaux-Arts a fait un travail extraordinaire. Je vous félicite et c'est un grand honneur pour moi d'être commissaire conseillère. Alors, pour l'art performance, je suis certaine que beaucoup d'entre vous avaient participé à des expériences en ligne. Par exemple, Jointly Blanche, Julie Negan a fait une tâche incroyable du changement. Donc, c'était VR, réalité virtuelle. On pouvait servir du téléphone pour voir de l'art de partout, région du Pacifique, de la région circumpolaire. Je suis aussi allée au Centre national des arts où il y a eu beaucoup d'art indigène. J'ai participé aussi aux cours d'exercice. Oui, il y a eu des danses, des cours de danse powwow. Oui, j'adore ça. Et ça veut dire, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, il y a des choses vraiment étranges. D'une certaine façon, on crée une plus grande accessibilité, mais on ne peut pas se voir en personne. Donc, il y a des avantages et des avantages. Alors, j'étais une collective WAM avec Julie Nixon et Heather Ogliogote. On a pu présenter quelque chose à Nocturne, le festival à Halifax, l'activité la nuit. Et donc, on voulait faire de la performance dans le contexte de la COVID. Et donc, on s'est servi de la merveilleuse bibliothèque publique de Halifax, un grand centre communautaire, merveilleux espace. Pour l'entourer de projections indigènes, on a montré les œuvres de Henrietta Habi de l'Australie. Est-ce que vous pouvez imaginer ça quand vous avez dit ça? Oui, oui, d'avoir le masque projeté sur un édifice, ça ferait peur. Oui, et je crois que la performance à l'écran, c'est pas la même chose. J'ai vu beaucoup d'artistes de l'art performance faire de l'art en personne par des centres d'artistes autogérés et des galeries. Et je ne sais pas pendant combien de temps on pourra continuer cette pratique, mais on a maintenant l'occasion de faire des expériences et vraiment c'est une occasion pour plus de feedback. Les gens se sentent plus à l'aise d'envoyer leurs questions en forme dactylographie que de les prononcer. Alors, j'ai ces jours-ci beaucoup d'expérience avec les performances Zoom. Oui, je pourrais continuer à parler, mais peut-être que Christine voudrait m'interrompre. Alors, moi, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on fait des rencontres d'une heure? Je ne sais pas pourquoi une heure est considérée comme étant une période assez longue pour avoir une conversation profonde. Je crois que c'est très intéressant ce contexte. Plus de gens peuvent participer qu'on n'aurait imaginé auparavant. Et avant, quand on devait venir participer par Internet, c'était vu comme une présence secondaire. Maintenant, c'est la présence primaire. Et moi, je pense que beaucoup de choses auxquelles je participe sont des choses dans le contexte familial. Par exemple, on a visionné des films de Imaginative au cours de ces dernières journées. Et maintenant, il y a la nouvelle génération qui regarde ce que je fais, qui apprend quelque chose. Et c'est bon signe pour l'avenir. Et peut-être qu'on pourrait demander à Greg et Jason de nous parler de la vision pour l'avenir. Avant d'arriver à l'avenir, je crois que Guy voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire que mon expérience d'aller dans les musées, de voir les choses, c'est difficile de remplacer cette interaction physique qu'on a avec les objets, mais de se servir de vidéo, d'ordinateur, c'est une autre sorte d'outil. Et si on l'utilise de façon appropriée, si on arrive à profiter de ce
que cet outil peut vous offrir, donc le cadrage. Alors, dans une performance sur la scène, les gens peuvent voir la scène entière, mais si on ne voit qu'un champ plus restreint, on peut jouer des tours, on peut faire toutes sortes d'autres choses. On doit vraiment se servir de l'outil comme l'outil nous permet de le faire. Et là où j'ai vu des difficultés, c'est quand on cherche à faire exactement la même chose avec la vidéo. Ce n'est pas aussi bon que si on essaye de se servir des aspects magiques des outils dont on dispose pour créer un produit entièrement différent. Merci, Kwai. Dempsey, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? On vous entend là. Bon, je pensais que c'était un signe. Alors, vous parlez de ce qui se présente, du futur. Moi, j'ai pensé à ma carrière, à Frida. Quand on a commencé, on n'avait aucun endroit qui voulait acheter nos œuvres. Les galeries d'art ne les acceptaient pas. Le seul endroit, c'était les vendre à la boutique des totems à Prince Rupert. Et maintenant, on est vraiment passé de là au Musée des Beaux-Arts. Et une exposition comme celle-ci, ça c'est dans le temps d'une vie. On n'a jamais cru qu'on pourrait arriver à ce genre, cette situation. Et je comprends l'importance de Frida parce que vraiment, on était accrochés. Notre lien avec notre culture ne tenait qu'à un fil. Notre culture n'est pas européenne. Si vous comprenez la côte du Nord-Ouest, le Tlingit, le Hydaspes, c'est quelque chose qui a ses origines ici, pas en Europe. Et il y a toute une façon de penser, toute une philosophie et toute l'histoire qui est reliée. C'est vieux, c'est très vieux. Alors, chaque génération a validé sa génération par l'art qui a été créé pour la génération avec le sens de la culture et le sens pour les personnes. On ne peut pas différencier la culture des peuples, des personnes et du territoire, de la terre, qui est très importante. Parce que où que vous habitez, le lieu où vous habitez, ça influence votre façon d'être. Par exemple, dans les villes, vous voyez seulement du ciment, de l'asphalte et les gens se demandent pourquoi moi, j'habite dans le Nord. C'est parce que je trouve mon inspiration ici, je peux être proche de la terre, des animaux. Et voilà ce que nos ancêtres ont vécu. Et vous savez que de vivre ici, de travailler avec Frida et d'enseigner, ça m'a donné le temps pour mûrir en tant qu'artiste et vraiment faire mes devoirs. Oui, il faut faire ses devoirs. Frida nous a emmenés en Alaska pour enseigner. Je me suis demandé pourquoi. Et qu'est-ce qui m'est arrivé une fois que j'ai retrouvé mon peuple là-haut, du côté de ma famille. J'ai trouvé ma famille, mon art. J'ai commencé à danser, à chanter. Et je suis revenu à ma culture. Et c'était la meilleure chose que j'ai jamais fait. Donc enseigner, ça m'a permis de faire mes devours et de continuer d'apprendre parce que lorsque j'ai commencé, je voulais pas dessiner. Je voulais pas peindre, je voulais rien faire. Mais à dessiner avec les enfants, j'ai appris à dessiner. Parce que dessiner, c'est la base de notre art. Parce que plus le dessin est meilleur, plus la sculpture est bonne. Plus le dessin est bon, plus la peinture sera bonne. Et dessiner vous force à voir, à vraiment voir. Et c'est ça la clé. Et je crois que ce qui vient ensuite, c'est que ça va être différent parce que moi j'ai eu de la chance.
J'ai grandi avec des aînés qui me racontaient des histoires, qui me racontaient notre histoire. Je suis né dans la bonne famille. Mon arrière-grand-père est un sculpteur d'Alaska, Texan World. Et un autre grand-père faisait des paniers. Ma mère était artiste, ma grand-mère était artiste. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et je les ai écoutés. Et j'aurais aimé les écouter plus maintenant, mais c'est là que j'ai obtenu mes connaissances et j'ai étudié la chose et j'ai travaillé fort. C'est comme ça que j'ai réussi et je crois que ce qui vient ensuite, ça va être aux jeunes de décider. Parce que ce qu'on enseigne, c'est leur avenir. Mais ils doivent respecter la culture et nos traditions et notre patrimoine. Parce que ce sont nos ancêtres. Nos ancêtres étaient de grands artistes, de grands sculpteurs, de grands peintres, de grands designers. Si vous comprenez vraiment l'art traditionnel, vous verrez que nos ancêtres étaient plus contemporains que nous. Mon grand-père disait, « Regarde, vous avez tous les beaux joujoux, mais vous ne pouvez pas faire ce que faisaient les ancêtres. » Il disait, ils n'avaient pas d'outils, mais ils créaient tout, malgré tout. Et si vous comprenez à quel point la culture est riche, vous parlez de performance, ils avaient des marionnettes, ils avaient des masques. On racontait des histoires, ça prenait des jours, on dansait toute l'histoire du clan, de qui nous sommes, d'où on venait. On montrait tout ça, c'était réel pour la population, ils venaient dans la longue maison, c'était vrai pour les enfants. Et c'est ça qui est important. Et ce qui va venir ensuite, ça va être différent. Et ce que je vois, c'est que nos peuples reprennent enfin notre art et notre culture et en sont fiers à nouveau. Parce que nous avons couvert beaucoup de chemins grâce à nos enseignants. Et je crois que ce sont ceux qui ravivent l'art. Et j'ai pensé au nombre d'endroits où je suis allé, toutes les choses que j'ai vues. Et Rita, c'est la personne qui m'a donné cette étincelle d'être curieux, de chercher ces choses. On s'entraide. Et c'est comme ça qu'on a fait revenir l'art. Nous partageons et c'est ça qui nous rend plus forts. Et il s'agit de ça, ce partage de bonnes choses, de bonne culture et du bon art, c'est ça qui est important. Merci. Alors moi, je vous rejoins depuis le nord d'Ottawa, territoire non cédé, des territoires traditionnels du peuple traditionnel algonquin. Interruption sonore, l'interprète s'excuse. Inaudible, navré. Mais je voudrais revenir un petit peu vers l'avenir autour de ce sujet. Jason Lucis a passé beaucoup de temps à penser à l'avenir. On a joué un rôle important au niveau du catalogue, au niveau des idées, comme dans l'introduction. Mais il a également apporté des grandes contributions autrement, comme artiste. À travers tout son travail à Concordia, comme mentor pour beaucoup de jeunes artistes et penseurs en tant que chercheur lui-même, et toute cette pensée du travail pour l'avenir. Et on parle de l'avenir, d'imaginer l'avenir. Et dans un sens, on est toujours dans cette situation de devoir imaginer l'avenir, parce qu'il n'est pas encore là.
Mais étant donné que l'avenir est toujours devant nous, dans un sens, pourquoi est-ce si important d'activement imaginer l'avenir? Merci Greg, et merci à tous d'être avec nous et au Musée des Beaux-Arts de m'avoir invité à faire partie de ce processus. Je crois que c'est important, vous savez, qu'il y a une partie du travail que l'on fait, quand je dis on, c'est ma femme Skawanati, et ce qui est ressorti des ateliers qu'on faisait avec les jeunes autochtones dans les années 2000. On faisait du travail avant, mais ça a été vraiment poussé de l'avant dans ces ateliers, parce qu'en leur parlant, on a découvert qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'imaginaire pour eux de l'avenir. Ça ne faisait pas forcément une super idée de l'avenir, pas tous, mais beaucoup d'entre eux ne voyaient pas un brillant avenir pour eux-mêmes en tant qu'individus ou pour leur communauté. Et on connaît les raisons derrière tout cela. Nous avons on a une culture externe qui essaye de nous faire disparaître tout le temps. On fait face à toutes sortes de défis dans nos communautés qui demandent beaucoup d'énergie et de force à endurer et à maintenir dans le présent. Donc, il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour imaginer à l'avenir du point de vue autochtone. Et il y a aussi beaucoup d'imaginaires comme Star Wars, Star Trek et toutes ces autres choses, mais ce sont des visions occidentales de l'avenir. Et l'histoire de la science-fiction est vraiment liée avec l'histoire du colonialisme et de l'Empire. Donc une partie de ce que l'on pensait, c'était... Et on adore la science-fiction. Donc on s'est dit, bon, alors comment est-ce que l'on peut créer des espaces qui ont ce genre de liberté pour penser à ce à quoi on veut que notre culture ressemble? Et cette conversation a commencé est-ce que ça a commencé d'un point de vue Mohawk ou Hawaï ou Anishinaabe? Parce que moi-même et Skawanati, on est très intéressés à créer des avenirs qui réagissent à comment notre communauté interagit avec le monde. Mais on est entouré d'une plus vaste société qui imagine des avenirs très différents parfois. Et même lorsque ça imagine un avenir meilleur, ne semble pas pouvoir y arriver, et se convaincre de prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Donc, je pense que c'est important parce que c'est un exercice de prise de conscience. C'est une façon de prendre un instant pour vraiment réfléchir à ce que l'on pourrait vouloir faire pour nos enfants, nos petits-enfants. Parce que la plupart du temps, je crois qu'on est... Bon, tout d'abord, on est constamment en train d'imaginer l'avenir. C'est comme ça qu'on fait notre journée, qu'on imagine de l'art formidable. Et 3 mois plus tard, ça existe dans le monde. C'est comme ça qu'on crée des expositions, comme celle-ci. Ça prend des années à arriver à son achèvement. Donc, on est un peu toujours dans l'avenir, c'est vrai, mais une partie de ce que l'on voulait faire, c'était vraiment sortir ce cadre le porter jusqu'à la 7e génération, faire du travail concret sur ce que ça pourrait être pour la 7e génération. Et en travaillant en particulier avec les jeunes autochtones, on travaillait à leur donner la permission de faire cela. Parce que ce n'est pas qu'ils n'en étaient pas capables, ce n'est pas qu'on est des magiciens. C'est qu'il semble qu'en tant que peuple autochtone, on a besoin de s'accorder la permission de rêver à l'avenir. Parce que le présent est vraiment difficile et il faut que nos esprits soient dédiés à penser aux défis présents. Et on passe beaucoup de temps à penser à notre histoire, ce qui est tout à fait à propos, mais si on réfléchit à comment lier tout ça ensemble, on revient à ce que Carla disait tout à l'heure sur la continuité. Comment créer ces conversations futures? Comment les cadrer comme étant une conversation sur la continuité? Les cadrer comme étant des choses qui viennent de notre passé, de nos ancêtres. Rester ancrés avec elles, même si on
fait des choses folles comme changer des masques, projeter des choses sur des bâtiments, rêver d'aller dans l'espace et toutes ces choses. Comment peut-on faire évoluer la culture? Et c'est l'une des choses qu'on essaie de dire aux jeunes avec lesquels on travaille et de se rappeler aussi que on est responsable des histoires que nos petits-enfants vont raconter, à la fois dans le sens de porter vers l'avant les vieilles histoires, mais eux vont raconter des histoires à propos de ce que l'on a fait nous, ou re-raconter les histoires que nous, on commence à raconter maintenant, qu'on a imaginées maintenant. Et en parlant de l'art qui est créé maintenant, ça va continuer dans les générations futures. Donc, comment prendre la responsabilité de cela et faire partie de ce flux de tradition qui coule plutôt que de penser que la tradition, c'est quelque chose qui s'est passé avant et on le porte juste vers l'avant. On est en train de faire ça, mais cette histoire qui vient de vous être racontée, qui a duré peut-être 7, 8, 9 générations, ça a commencé avec quelqu'un qui a raconté une histoire. Et la communauté où quelqu'un pensait que c'était une histoire assez bonne, ça valait la peine de la raconter encore, et puis encore et encore. Et c'est comme ça que les histoires commencent, avec quelqu'un qui s'assied et qui raconte l'histoire. Et donc, comment on les encourage à vraiment pleinement faire partie de cela pour qu'ils deviennent les ancêtres qu'ils voulaient. Merci, Jason. Dans ce projet, il s'agit tellement du temps, de quelque chose qui commence, et puis quelque chose qui se continue avec Abadakone, le feu continuel. Une des choses formidables avec cet avenir, avec le futur, c'est que ce projet va continuer. On a déjà commencé à imaginer le prochain Abadakone. Mais en même temps, on est régi dans des circonstances telles que celle-ci par le temps. Et donc, on arrive à la fin, et je vais passer la parole à Christine, que vous vouliez conclure avant d'aller aux questions. Alors, je crois qu'on va passer aux questions pour écouter ce que les autres avaient à dire. Bonjour à tous, je suis de retour. Nous allons dépasser un petit peu le temps imparti, mais nous avons eu de très bonnes questions. Est-ce que tous les participants peuvent voir les questions? Alors, la première a été soumise avant que l'événement commence par un associé, Ganis Hassan, du Musée des Beaux-Arts, également co-auteur d'un morceau dans le catalogue. Alors, Greg ou Christine, je ne sais pas si vous voulez lire les questions et puis déballer un peu tout ça. On n'aura peut-être pas le temps de prendre toutes les questions. Certaines sont un peu longues, ce sont des très bonnes questions, mais avec le temps qui nous reste, on va voir combien on peut faire. I can't see Byung's question now, but I did read it earlier. If I can just pull a piece of it out. Pas la question, je me souviens pas de la question, je peux pas la voir, mais je m'en souviens. Si vous voulez, je peux vous la relire. Alors Byung demande. La première chose que vous pourriez dire, c'est l'exprimer en termes un peu plus simples, mais voilà. Comment est-ce que l'idée de faire la préparation de l'ensemble aide à arriver à un dialogue de connaissances lié aux contre-cultures particulières de savoir dans Abadakone et au-delà? Bonne question. Alors, je crois que Byung pose la question à partir de sa propre pratique. Ce qu'il fait et ce que j'ai observé dans sa participation à Abadakone, c'est comment il a accompagné une artiste, Elenga Nguyen, et a joué un rôle très actif dans l'installation et la négociation avec l'institution, et aussi
avec nous trois en tant que co-conservateurs, Rachel, Christine et moi-même. Il y a beaucoup d'espace pour la négociation, beaucoup de soins par rapport à l'artiste et à la réflexion du tableau plus large. Quant aux autres artistes indigènes qui travaillent à Taïwan et des efforts pour rassembler tout le monde. Voilà à quoi je pense quand je lis cette question. Je ne sais pas si les autres auraient d'autres idées. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Ce n'était pas un grand programme qu'on a fait avec Ling et cette merveilleuse œuvre tissée qu'elle a créée, qu'on voit au début de l'exposition en entrant. Alors, elle voulait travailler avec des enfants indigènes. Donc, on a amené les enfants ici et ils sont entrés dans son œuvre d'art. Maintenant, on n'a plus la permission de le faire, mais pendant cette demi-heure-là, ces petits-enfants indigènes, autochtones, qui étaient vraiment habitués à cette idée de rester à distance quand on pense aux enfants et parfois ça nous dérange quand ils ne comprennent pas ça. Alors on a eu cette interaction très courte avec Ilang à l'intérieur. C'était tous ces enfants, c'est comme si son œuvre d'art leur donnait des câlins. Ils avaient cet espace et ils ressentaient la joie et ils en parlaient à l'artiste. Et je pensais que du point de vue de l'éducation et du sentiment communautaire, cette idée de vraiment d'être ensemble à un niveau très pratique, c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin. Merci. Question suivante. La personne dit qu'ils ont vraiment adoré les œuvres à grande échelle qu'on trouvait dans la section, la colonnade, celle qui était accrochée au plafond pendant Sakahan et celle qui était l'œuvre de Joy T. Arcand sur le plancher. Et on demande aux conservateurs, est-ce qu'on pense à acquérir ces œuvres pour qu'elles deviennent, qu'elles fassent partie de la collection permanente? Eh bien, c'est fait pour les deux. Oui, c'est ce que j'avais pensé. C'est vraiment un élément très important de ces expositions. On travaille très fort pour acquérir un bon nombre des œuvres de l'exposition. Et je peux vous dire que Shubna Shamsums, l'œuvre de Sakahan et l'œuvre de Joy Arcan font maintenant partie de la collection permanente. Et la deuxième partie de cette question aussi pour les conservateurs. Ils espèrent qu'on peut créer de l'espace au deuxième étage des galeries européennes. Si on décrochait des œuvres européennes, on pourrait faire de la place à plus d'art autochtone. Donc, je vous laisse répondre. Bonne idée. Je ne crois pas que notre conservateur de l'art européen serait d'accord. Alors, pourquoi pas juste penser à construire une nouvelle aile? Comment est-ce qu'on pourrait agrandir le musée? Alors maintenant, une question pour Gouai. J'aime bien cette idée de transformer la technologie et du fait que la technologie peut être un outil de transformation. Est-ce que vous avez pensé à transformer un drone en corbeau, par exemple? Non, pas un drone en corbeau, mais on a travaillé à acquérir un drone pour toutes nos activités amusantes. Et je voulais aussi lancer cette idée à Greg, Christine et aux autres, une célébration d'Abadakone dans une réunion comme celle-ci. On a l'impression que l'art autochtone peut
exister dans un genre de ghetto et être dans la deuxième salle. Mais cette exposition a vraiment été une élévation, pour ainsi dire, de cet art. Le commissariat était excellent et j'ai vraiment eu l'impression que tous les artistes qui étaient présentés méritaient d'être célébrés dans ce lieu. Et oui, une merveilleuse élévation. Thank you, Guy. Merci, Guy. Next. Oh, this is a question for Dempsey. Alors, une question pour Dempsey. La personne demande de qui parlez-vous quand vous parlez de Frida? Je parle de Frida Deasing, artiste Haida. C'était ma première enseignante, une excellente artiste et une excellente enseignante. Parce que quand j'ai commencé en 1968, elle était la seule personne qui enseignait ici. On avait des sculpteurs assez âgés, mais ils n'enseignaient pas. Et donc, on a presque perdu cette tradition. Ça ne tenait qu'à un fil. Et il y avait Frida. Et les gens disent toujours que cette revigoration de la côte du Nord-Ouest, c'était grâce à ces enseignants. Parce que l'art est transmis par les enseignants et comment faire. Et c'est ce que Frida nous a montré. Elle nous a montré comment aller chercher des renseignements sur nos tribus, nos histoires, nos récits, où on pouvait trouver les livres qu'en parlait. Elle nous a donné les outils, des connaissances. Et elle m'a envoyé en Alaska. Mais un jour, elle m'a vraiment mis hors du nid. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'amener plus loin, que si moi je dois progresser, je dois le faire toute seule. Et ça m'a vraiment mise en colère parce qu'elle continuait à enseigner à Don Yeomans et c'était mon concurrent. Mais je suis allée en Alaska et on a enseigné là-bas. Et on a dû sculpter un masque en un jour pour pouvoir enseigner. Et Frida m'y a envoyé. Et Phil Kenzie, c'est un sculpteur d'argent, il m'a formé. Il a dit que nous, on enseignait sans être rémunérés. J'ai dit, on nous payait de l'argent pour enseigner. Mais il a dit qu'il fallait leur donner des masques, des cuillères, des boîtes, les œuvres qu'on créait pour pouvoir enseigner aux gens de nos peuples. Et il a dit, on l'a fait parce que c'est Frida qui a dit qu'on devait le faire. Et ensuite, on l'a fait pour l'amour de Frida. Parce qu'il a dit, ces œuvres-là valent bien plus que ce qu'on nous a payé. Ces œuvres valent des milliers de dollars. Et il fallait qu'on en fasse cadeau pour pouvoir enseigner aux gens de nos peuples. Et je me rends compte que Frida était très rusée parce qu'elle m'a obligée à faire mes devoirs, apprendre à connaître ma nation, mon peuple et ma pratique d'art. Et voilà ce que j'ai été obligée de faire. Et je crois que la forme que l'art prendra, ça sera différent, mais je crois que l'art repose sur des fondements, sur sa propre histoire, pour que ça soit quelque chose de vrai, parce que c'est la culture qui rend la vie vraie, authentique. Si on ne croit pas en sa culture, on ne veut pas la vivre, tout perd son sens. Et voilà ce qui arrive aux jeunes, parce que la culture est ce qui va vous ancrer, vous donner un sens dans la vie. Et les artistes qui la reflètent. Et voilà ce que j'ai appris ce faisant. En réponse, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je crois que oui. Donc, il est 14h11. Je crois qu'on va devoir s'en tenir à cela. Christine ou Greg, est-ce que l'un d'entre vous aimerait
prononcer quelques mots de clôture. Alors, j'aimerais mentionner à tous ceux qui sont présents, restez à l'écoute. L'exposition à Badakone est fermée, mais on a l'intention de continuer ces causeries en ligne. Peut-être qu'on va lui donner un nom un peu différent, peut-être des causeries sur l'art indigène, mais on a l'intention de poursuivre ce projet, donc restez à l'écoute. Vous pourrez voir au site web du Musée des Beaux-Arts quand nous organiserons la prochaine causerie. Alors, Christine, oui, j'aimerais rappeler aux gens comment on peut obtenir le catalogue. Je ne l'ai pas encore. Oui, alors vous pouvez à beauxarts.ca et aller à la boutique, suivre les liens pour arriver à la boutique et vous pourrez acheter ce catalogue en ligne. Christine, Greg, anybody? No, well, okay. Guess I am saying something. Thank you all. Alors, merci beaucoup. Merci à tous pour tout ce que vous avez fait pour être qui vous êtes, les gens au musée, les artistes, les gens qui ont contribué au catalogue, les conseillers. Il y a énormément de travail acharné qui a donné qui a porté ce fruit. Merci. Merci à tous. Merci. Dempsey, Guy, Carla, Jason, Jamie, Greg, Christine et tous ceux qui sont en arrière-scène. Nous allons terminer notre réunion. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.